présentation est consacrée aux besoins et demandes de santé. Dans le domaine de la santé, on cherche à assurer un équilibre entre les besoins de santé de la population exprimés sous forme de demande d'un côté et de l'autre côté l'offre des services et de soins assurés par les professionnels de santé, les établissements de santé et l'industrie pharmaceutique. Mais ces trois notions, besoin, demande et offre, ont des spécificités dans le marché de la santé par rapport aux autres marchés. Dans tout système de santé, l'objectif prioritaire, c'est d'assurer à la population une offre de soins qui répond exactement aux besoins réels de cette population. Autrement dit, on va soigner tous les individus en assurant l'équité et l'efficacité dans cette offre de soins. Et voilà la différence entre l'équité et l'égalité. Pour assurer l'égalité, on va donner la même chose à tous les individus sans prendre en considération les besoins de chacun. Par contre, pour assurer l'équité, on va évaluer les besoins de chaque individu afin de lui offrir des services qui répondent à ses propres besoins. Donc, il est important d'évaluer les besoins réels d'une population, mais ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Parce que lorsqu'on évalue les besoins de soins d'une population, il faut évaluer s'il s'agit de besoins ressentis ou non, s'il s'agit de besoins réels ou non, et si ces besoins peuvent être satisfaits. On va commencer maintenant par les besoins médicaux ressentis. Quand est-ce qu'on qualifie un besoin médical de ressenti? La première situation, c'est que lorsque l'individu se considère anormal par rapport à la norme des autres. Ou bien, s'il ressentit que sa situation actuelle, son comportement actuel est dégradé par rapport à son comportement antérieur. En réalité, un besoin ressenti ne signifiait pas qu'on souffre d'une maladie grave. Si j'ai par exemple des céphalées, ça ne veut pas dire que j'ai un problème grave. Car parfois, ça ne correspond même pas à un problème de santé. Dans certaines situations, pour fuir un problème social, on l'exprime sous forme d'un besoin médical. Et là, on va ouvrir une petite parenthèse. Parce que lorsqu'on parle de besoin ressenti, on doit faire la différence entre un besoin subjectif et un besoin objectif. Lorsqu'une personne ressentit et exprime un besoin, ce besoin-là reste un besoin subjectif. Par contre, si ce même besoin a été objectivé ou bien confirmé par un professionnel de santé selon des critères diagnostiques, selon des outils standardisés, on parle dans ce cas-là d'un besoin objectif, tout simplement parce que c'est un besoin qui a été confirmé par un personnel de santé. On va passer maintenant aux besoins médicaux réels, qui sont certes difficiles à évaluer, car si la plupart des besoins ressentis par les individus sont des besoins réels, il y a beaucoup de besoins réels qui ne sont pas ressentis par les individus. Et pour plusieurs raisons, soit c'est parce que le malade n'a pas de signe clinique jusqu'à maintenant, il n'a aucun signe d'alerte et il se considère normal. Ou bien si l'éducation sanitaire qu'il a reçue est insuffisante ou il n'a pas reçu carrément d'éducation sanitaire concernant certains facteurs de risque comme le tabagisme, l'alcoolisme ou bien certains dangers liés à des pollutions par exemple de l'environnement ou bien tout simplement parce que la science médicale est limitée et on ne sait pas tout sur toutes les pathologies. Il y a des pathologies pour lesquelles on ne connaît pas la cause. Il y a d'autres pathologies pour lesquelles on ne connaît pas les moyens thérapeutiques, etc. Donc, l'estimation des besoins médicaux réels est conditionnée par le développement de trois domaines. Le premier, c'est le développement de la recherche scientifique et technique qui va mettre à notre disposition les outils et les moyens nécessaires pour le diagnostic et la prise en charge des différents problèmes de santé.
Le deuxième, c'est le développement de la prévention par ses différents niveaux, primaire, secondaire, tertiaire et même quaternaire, ce qui va développer l'éducation sanitaire et la détection précoce des maladies. Et le troisième, c'est le développement de la recherche épidémiologique qui va nous permettre de mieux connaître les problèmes de santé et leur répartition, leurs étiologies et l'efficacité des mesures mises en place pour pallier à ces problèmes. Passons maintenant aux besoins médicaux satisfaits. On peut évaluer la satisfaction des besoins médicaux à travers l'estimation de la consommation médicale par le nombre de consultations, le nombre de journées d'hospitalisation. Mais parfois, il y a une surconsommation aussi, c'est-à-dire que la consommation médicale dépasse les besoins réels de la population. Il y a un autre élément, c'est que parfois on a des besoins de santé ressentis qui s'expriment sous forme de demande, mais pour satisfaire cette demande par la consommation médicale, il y a une condition, c'est on doit mettre à la disposition de cette population les moyens nécessaires pour répondre à ce besoin. Donc, le passage de la demande à la consommation est conditionné par l'offre. Si l'offre existe, ce passage est possible. Si l'offre n'existe pas, la demande exprimée ne sera pas satisfaite. Il y a aussi d'autres situations où le besoin est ressenti et exprimé sous forme de demande est satisfait par une consultation médicale, mais les prescriptions de ce médecin ne sont pas suivies par les patients. Les besoins de soins d'une population varient selon plusieurs facteurs. Premièrement, les facteurs médicaux. L'apparition ou l'importance d'une maladie dans une population varie selon les progrès des connaissances médicales et les modifications des processus morbides. Par exemple, il y a certaines pathologies qui n'existent plus, par contre d'autres qui représentent des problèmes de santé publique. Deuxièmement, les facteurs psychoculturels liés au degré d'instruction, aux coutumes, traditions et aux croyances. Il y a certaines populations qui donnent d'autres explications qu'une raison médicale aux différents problèmes de santé, et c'est en général des explications qui sont liées à leurs coutumes, traditions ou bien croyances. Troisièmement, les facteurs géographiques et climatiques. Il y a la répartition de certaines pathologies varie selon les conditions climatiques et diffère entre les pays tropicaux et les pays froids. Quatrièmement, les facteurs démographiques liés à la migration de la population, à l'exode rural, par exemple un travailleur émigré. En général, il a des conditions sanitaires qui sont inférieures à celles de la population autochtone. Et cinquièmement, les facteurs socio-économiques qui influencent directement sur les besoins de soins, l'expression de ces besoins sous forme de demande de soins qui est liée directement au niveau social et économique des populations. Plusieurs chercheurs se sont intéressés à étudier les besoins de soins et les facteurs qui influencent sur la variation de ces besoins de soins. Le premier facteur, c'est l'âge. La courbe de variation des besoins de soins selon l'âge prend la forme de la lettre U. Les sujets jeunes et les adultes jeunes consomment moins les services de soins et c'est les extrêmes d'âge qui expriment le plus des besoins et qui consomment le plus. Selon le sexe, c'est les femmes qui consomment plus que les hommes et ça, c'est pour des raisons de gynéco-obstétrique. Pour les catégories socio-professionnelles, les agriculteurs, les ouvriers et les commerçants consomment moins que les cadres supérieurs et les professions libérales. Et selon le degré d'instruction, c'est les plus instruits qui consomment plus des soins de prévention. Les analphabètes en général et les moins instruits consomment beaucoup plus des services curatifs.
Selon le lieu d'habitat, c'est les habitants de ville qui consomment plus que les habitants de campagne. Et si on est proche d'un lieu d'offre de soins, on va consommer plus les services de soins. Et pour une personne qui habite loin d'une structure de santé, elle va consommer moins les services de santé. Concernant le nombre de personnes vivant au foyer, les familles nombreuses consomment relativement moins les services de soins. Et pour le temps disponible, la mère n'a pas le temps pour consulter pour ses propres problèmes, mais elle va s'intéresser beaucoup plus aux problèmes de santé de ses enfants. Concernant le revenu par ménage, si le revenu est élevé, on va consommer plus, et si le revenu est faible, on va consommer moins. Et ça a été corrélé directement à la diminution du nombre de consultations en fin du mois. Passons maintenant à la demande de santé. C'est quoi la demande de santé? C'est un processus par lequel les patients expriment leurs besoins de santé et affichent un comportement de consommation des services de santé. La notion générale de demande de santé fait intervenir les concepts suivants. Un besoin de santé qui va être exprimé sous forme de demande. Et pour satisfaire cette demande, on va utiliser des services de santé. Face à un problème de santé, on peut avoir deux points de vue, celui du patient et celui du médecin. Ces deux points de vue peuvent être concordants, mais le problème se pose lorsqu'il y a une discordance dans la perception du problème de santé par le patient et par le médecin. L'approche par les besoins est fondée sur l'hypothèse que le patient est dans l'impossibilité de prévoir ou d'exprimer ou d'évaluer son état de santé. Dans ce cas-là, il n'y a que le médecin qui peut définir correctement le besoin de ce patient. Si on va suivre le modèle économique, où le consommateur agit selon le principe de rationalité, la courbe de la demande va suivre cette allure d'une pente négative. Plus le prix baisse, le consommateur va augmenter la quantité demandée. Il va demander plus. Donc le prix baisse, la quantité va augmenter. Par conséquent, le patient va demander des soins selon ses préférences et en fonction du prix. Mais ce n'est pas toujours le cas dans le domaine de la santé, car la demande de soins est inélastique. Face à un problème de santé, on est insensible au prix. La courbe devient une courbe verticale et la quantité ne va pas changer quel que soit le prix. Devant l'incapacité d'évaluer avec précision les besoins de santé, on risque de trouver un décalage entre les besoins de santé et la demande de santé exprimée par le consommateur. C'est pour ça, dans de nombreux pays, la planification des moyens dans le domaine de la santé est basée essentiellement sur l'identification des besoins de santé par les professionnels de santé, qui est fondée essentiellement sur les facteurs déterminants de la demande de soins. Le premier facteur déterminant de la demande, c'est la morbidité, qui est un facteur très important de la demande de soins et du recours à la consommation médicale. Cette morbidité est liée essentiellement à deux facteurs qui sont le sexe et l'âge. Le deuxième facteur, c'est les facteurs économiques, qui sont essentiellement le revenu et le prix. Le revenu par ménage et le prix des biens et des services. Le troisième, c'est les facteurs psychosociologiques. La catégorie socio-professionnelle, le niveau d'instruction, la structure du ménage, le lieu de résidence et le mode de vie. Il y a des études qui ont démontré que les cadres et les professions libérales, c'est eux qui consomment le plus par rapport aux autres. Le niveau d'instruction élevé va stimuler la consommation médicale. Une taille de ménage réduite augmente la consommation médicale.
plus on est proche d'un lieu de soins, plus on va demander des services de santé. Il y a une corrélation positive entre le lieu de résidence et l'emplacement d'une structure de santé. Et concernant le mode de vie, il y a certains facteurs qui favorisent la demande de soins, comme la consommation du tabac, d'alcool, l'urbanisation, la pollution. Par contre, il y a d'autres facteurs qui réduisent la consommation médicale, comme la pratique de l'activité sportive, l'adaptation d'un mode de vie sain. Bon, d'une manière générale, la demande de santé est une fonction de plusieurs variables. Elle dépend de plusieurs facteurs, entre autres le prix, le revenu, la protection sociale, l'offre, les facteurs de risque, etc. Il y a une notion très importante, c'est la notion d'élasticité. Le concept d'élasticité est très utilisé en économie. Il exprime le rapport de variation entre deux grandeurs. Il y a deux sortes d'élasticité essentiellement, l'élasticité revenu et l'élasticité prix. Pour l'élasticité revenu, c'est quoi? C'est la variation relative de la quantité demandée sur la variation relative du revenu. Une augmentation du revenu va nous permettre d'acquérir une quantité plus importante. Pour l'élasticité prix, c'est la variation relative de la quantité demandée sur la variation relative des prix. Autrement dit, c'est quoi l'élasticité? C'est la mesure de la sensibilité de réaction des quantités demandées à une variation soit de prix, soit de revenu. On va prendre des exemples en économie. Pour l'élasticité, par exemple, on a un produit de luxe, comme les parfums. Si le revenu est faible, on va se contenter d'acheter un seul parfum. Si le revenu augmente, on peut se permettre d'acheter deux parfums. Pour l'inélasticité, on va prendre l'exemple des produits de base, comme le pain, qui sont subventionnés en général par l'État. Donc, quel que soit le revenu, on peut se permettre d'acheter du pain parce qu'il y a une subvention de l'État et ce paramètre ou bien cet article obéit à une inélasticité. On va voir maintenant la notion d'élasticité dans le domaine de l'économie de santé. Dans les pays où l'accès aux soins est gratuit et la couverture sociale est développée, la demande de santé est faiblement inélastique. Parce que cette gratuité de soins va nous permettre de bénéficier de services de santé. Dans les pays où le système est privé, la demande est élastique à la fois aux revenus et au prix, et les pauvres ne peuvent se payer des soins coûteux lorsque la variation relative des prix est importante. En résumé, le domaine de la santé n'est pas soumis à la loi du marché classique, pour plusieurs raisons. Parce que les prix sont réglementés, le patient est protégé par l'assurance maladie, la gestion des services et des produits de santé est soumise à une réglementation, l'état de santé diffère des biens consommables et les soins de santé sont des biens essentiels parce que le patient est protégé par le droit à la santé. Enfin, le problème majeur dans le domaine de la santé pour assurer l'équilibre entre la demande de soins illimitée d'un côté et l'offre de soins illimitée de l'autre côté reste les ressources limitées.